En parlant d'endettement dans un pays que l'on rapprocherait de la croissance économique, il faut comprendre en cela que l'un tient forcément par rapport à l'autre. Un État peut s'endetter pour ses projets de développement. Encore faut-il que cela se fasse en tenant compte des réalités dans cet État, a expliqué le professeur Albert Ondosa au cours de cette conférence. En la matière, il ressort effectivement que les États, notamment, doivent faire la part des choses. Et en se penchant sur le cas du Gabon, il faut bien relever le paradoxe qui entoure la croissance économique du pays et le niveau d'endettement qui peut inquiéter, les termes de remboursement n'étant pas par exemple clairs et où, dans la plupart des cas, l'État est donc obligé de prêter aux banques. En parlant de croissance économique, il faut bien tenir dans le long terme. Endettement et croissance. Quelle compréhension peut-on en avoir? Est-ce qu'il y a un lien entre l'endettement qui existe dans un pays et la croissance de ce pays? Alors, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on entend par endettement? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, c'est un engagement qui est fixé sous forme d'emprunt. C'est ça l'endettement. Mais l'endettement dit comme tel, pour bien comprendre le problème, on peut effectivement le disséquer. Il y a l'endettement privé, il y a l'endettement public. Il y a l'endettement de long terme, il y a l'endettement de court terme. Il y a l'endettement intérieur et l'endettement extérieur. Alors, commençons tout d'abord par la déclinaison privée et publique qui est importante et qui va nous permettre de visualiser le lien entre l'endettement et la croissance. L'endettement peut être privé comme il peut être public. Parlons tout d'abord de l'endettement privé. Les individus peuvent être endettés. Dans un pays, vous et moi, nous sommes des individus, nous pouvons nous endetter. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? L'endettement peut être le fait des associations. Le groupe des souverainistes peut s'endetter. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? L'endettement peut être le fait des entreprises qui s'endettent. Est-ce que cet endettement a un impact sur la croissance? Ça, c'est l'endettement globalement privé. Ensuite, il y a l'endettement de l'État, c'est-à-dire l'endettement public, c'est-à-dire l'endettement de l'État, l'endettement des collectivités locales. Donc, on voit dans un pays quels sont ceux qui, effectivement, peuvent s'endetter. Maintenant, l'endettement, on peut s'endetter à court terme. Cela veut dire que les remboursements seront faits dans les 2 ans. On peut s'endetter à long terme. Les remboursements peuvent aller jusqu'à 15, 20, voire 25 ans. Et puis, on peut faire la déclinaison entre l'endettement intérieur, c'est-à-dire auprès des sources internes, et puis l'endettement extérieur auprès des sources externes. Nous allons décliner ces sources-là lorsque on prendra appui sur la déclinaison privée et publique. Alors la croissance, on en parle. Qu'est-ce que c'est? De manière très très simple. C'est une augmentation. Et c'est un phénomène essentiellement privé. Augmentation de quoi? Si vous passez d'un enfant à 2 enfants, vous avez augmenté le nombre d'éléments de votre famille. C'est la croissance. La croissance procède de l'investissement, ce qu'on appelle investissement. En termes très très simples, la croissance procède de l'investissement, qui s'entend dans 2 sens. C'est-à-dire l'emploi, de manière très très simple, des capitaux, c'est-à-dire des moyens financiers, pour augmenter la production. Il semble qu'il y ait une exagération dans les annonces faites sur le succès lié à la croissance. Est-ce que la banque sait de quelle manière votre famille vit? Vous pouvez vous emprunter auprès de la banque et puis passer votre temps au bistrot à boire. Donc, la banque, son souci, c'est que, effectivement, l'argent que vous avez pris au fonds monétaire, vous payez. De la manière dont vous vivez, la banque n'en a rien à cirer. Et là, elle fait de la diplomatie. Bien au contraire. Deuxièmement, les déclarations publiques sont différentes des affirmations quand on est en séance privée. On est donc face à une situation où on annonce une croissance éloquente et où l'entreprise privée a du mal à trouver ses marques par son manque de dynamisme et donc pas de quoi se satisfaire. Tous les domaines peuvent et doivent obéir à des normes et des stratégies doivent être mises sur pied
pour des résultats sûrs. Et les succès dans la réalisation des projets relatifs à la santé qui sont clamés depuis 4 ans. Reste que le système en lui-même ne connaît pas autant de succès et l'espoir d'accéder aux soins s'amenuise davantage chez les Gabonais économiquement faibles. L'état des lieux fait par le professeur Kombila fait dire qu'il y a beaucoup à faire. Tout ceci peut découler naturellement du manque d'hygiène de sa propre vie. On croit souvent que la santé c'est l'hôpital, c'est les médicaments. Non. 50% des bienfaits de la santé proviennent de mesures que personnellement vous allez prendre. Éviter l'excès de poids, ne pas être trop gros. Je vais vous donner une indication pour ne pas être trop gros. Parce que nous constatons que notre société commence à subir les effets de certaines sociétés occidentales, américaines en particulier. Vous commencez à grossir, à dépasser les limites. Et c'est mauvais, c'est en train de maladies comme le diabète, l'hypertension, les cancers. Et ces maladies-là sont en train d'envahir notre population en ce moment. Alors un petit truc simple pour ne pas prendre trop de poids. Si vous mesurez 1,70 m, ne dépassez pas 70 kg. Si vous mesurez 1,50 m, évitez de dépasser 50 kg. Cela vous donne une espérance de vie plus longue. Je vous assure, chaque gramme pris sur le poids, chaque kilogramme pris sur le poids, ça vous fait des heures, de jours, de moins à vivre. Évitez de consommer excessivement l'alcool. Les maladies qui nous terrassent aujourd'hui au Gabon, le diabète, l'hypertension pour cause de la consommation excessive d'alcool. Évitez aussi de trop manger. Mangez légèrement. Ne pas abuser des éléments de notre nourriture de base. C'est ça qui donne le diabète. L'offre de soins serait une véritable préoccupation aujourd'hui pour les populations gabonaises qui ont bien du mal à trouver des repères. Pour améliorer un système de santé, il faut tenir compte de plusieurs aspects. Au Gabon, qu'en est-il exactement? 4 éléments à considérer pour apprécier un système de santé. Premier, l'accès aux soins. Deuxième, l'offre de soins. Troisième, la recherche en santé pour les soins de santé médicaux. Quatrièmement, les indicateurs de la santé. Et c'est au niveau des indicateurs qu'on va faire des statistiques. On verra si les choses qu'on a dit avant ont été bien faites, bien menées. L'accès aux soins, c'est quoi? C'est la possibilité que vous avez de pouvoir aller à un cabinet médical, à une clinique, à un hôpital, vous faire examiner et vous faire soigner. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'accès aux soins? 3 choses. Première chose, pouvoir se déplacer. Pour se déplacer, il faut la route. Il faut le moyen de transport. Est-ce que ces moyens sont toujours disponibles dans notre pays? Celui qui habite à Popa, pour descendre de Popa, aller à Koulamoutou, à l'Astoville, je ne sais pas si c'est facile. Je ne sais pas si vous savez où est Popa. Quand tu connais où est Popa? Si vous êtes malade au Cap Estérias, l'hôpital est où? À Libreville. Est-ce que vous avez le moyen de transport pour vous y amener? Est-ce que la route est carrossable? Voilà un des éléments de l'accès au lieu de l'accès aux soins. L'autre élément, c'est le moyen financier dont vous disposez. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour payer l'acte médical quand vous allez arriver chez le médecin? Ensuite, pour payer le médicament, pour payer les examens complémentaires. À moi qui vous parle, je sais combien ça coûte tout ça. Hein? Bien que la consultation du spécialiste, c'est peut-être 25 000. Si je dois faire l'électrocardiogramme, vous ajoutez 20 000. Si je dois vous faire un écho, vous ajoutez 100 000 selon l'échographiste. Ça vous fait déjà combien là? 145 000 déjà.
Il faut donc que vous ayez de l'argent pour accéder aux soins. Bon, il n'y a pas que vous, il y a aussi la société qui s'engage pour couvrir vos soins à travers des assurances. Dieu merci au Gabon, beaucoup de secteurs couvrent leurs agents des assurances, Ascoma, etc., ACR, etc. Et sur le plan public, la CNAM-GS a commencé à assurer les Gabonais. Mais on nous dit qu'il n'y a pas de statistiques, donc on ne peut pas savoir exactement aujourd'hui combien de Gabonais sont couverts par un système social. Donc voilà une façon d'apprécier le système sanitaire, l'accès aux soins. Deuxième chose, c'est l'offre de soins maintenant. Vous allez chez le médecin, au cabinet, il faut qu'il y ait un cabinet, ça c'est l'offre de soins, c'est une structure. Il faut donc qu'il y ait des structures avec des infrastructures. Bon, sur le plan public, nous avons les hôpitaux provinciaux, nous avons ce qu'on appelle les centres médicaux, il paraît que le nom a changé, dans les capitales départementales. Nous avons ensuite les dispensaires dans les villages ou dans les quartiers. Telle est l'offre de soins en structure médicale que l'État nous propose. Il y a ensuite des structures paramédicales, parapubliques. Les structures de la CNSS avant, je ne sais pas si ça fonctionne toujours, et les structures militaires de l'armée, des hôpitaux. Alors, cette offre de soins, quel est son niveau par rapport d'abord aux différentes spécialités? Est-ce qu'il y a toutes les réponses à toutes les affections que vous pouvez avoir dans le pays? Est-ce que même dans certaines spécialités, il y a tout l'arsenal thérapeutique pour traiter toutes les maladies au niveau technologique exigé aujourd'hui par la connaissance et la pratique médicale? Voilà une interrogation qui devrait faire réfléchir en même temps les pouvoirs publics et les autorités gabonaises de manière générale, tant des failles dans le système de santé d'un pays, point de salut pour les populations. Autre invité à ce séminaire atelier organisé par les souverainistes, son Excellence Jean Ping, qui devait édifier les participants sur l'Union africaine et les droits de l'homme. Comme on pouvait bien l'imaginer, Jean Ping, à la tête de la Commission de l'Union africaine, a connu des crises sur le continent, la Côte d'Ivoire, la Libye, la Somalie, le Darfour au Soudan et bien d'autres pays encore qui ont été secoués par des crises. Il fallait bien que l'homme explique comment, à ce niveau, l'organisation s'y prend pour résoudre les crises sur le continent. On tend vers une véritable cour de justice africaine qui est pratiquement en création et où nous allons même avoir une cour criminelle pour juger nos propres délinquants au lieu d'aller à la haie. Nos propres chefs d'État, délinquants et autres, devraient être jugés par une cour africaine qui est à Arusha. Pour le moment, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose. Donc vous avez le Parlement, vous avez la justice, comme dans n'importe quel pays, vous avez même un conseil économique et social, où il y a les ONG qui se développent, qui est à Nairobi. Vous avez une université panafricaine qui dépend de la commission que j'ai créée, l'université. Et vous avez dans tout ça, au-dessus les chefs d'État, en dessous le Conseil des ministres, généralement ministre des Affaires étrangères, et puis les ambassadeurs qui siègent aux côtés de la commission quotidiennement, et qui sont là pour tacler la commission en permanence. Il y a un conseil de paix et de sécurité qui a été créé à l'image du Conseil de sécurité de l'ONU, avec 15 membres. Ce conseil est assez important parce qu'il se prononce sur des questions de paix et de sécurité. Lorsqu'on décide de projeter une force à l'extérieur, comme nous l'avons fait en Somalie sous mon mandat,
ou comme ça a été fait aux Comores sous le mandat de mon prédécesseur, ou même comme nous le faisons au Darfour. C'est le Conseil de paix et de sécurité qui siège soit au niveau des ministres, soit au niveau des chefs d'État, et qui décide de l'opération. La commission ne peut pas décider. C'est donc ceux-là qui décident de projeter une force à l'extérieur. Parce que, contrairement à l'OUA, quand on a créé l'UA, on a réaffirmé tout ce que vous savez, tous les grands juristes, les Francis et tout ça, ils savent, la souveraineté, non-ingérence, on a réaffirmé tout ça. Mais on a dit quelque part que, en cas de génocide, en cas de crime contre l'humanité, en cas de crime de guerre, nous avons le droit d'intervenir. C'est-à-dire que le Conseil de paix et de sécurité peut décider d'intervenir. Bon, ça c'est un élément quand même de supranationalité, mais bien encadré. En revanche, le seul endroit où ce n'est pas encadré, c'est les coups d'État. Lorsqu'il y a un coup d'État, le président de l'Union africaine que j'étais doit automatiquement, dans les heures qui suivent, condamner. Et il réunit, dans les jours qui suivent, le Conseil de paix et de sécurité. Ce Conseil de paix et de sécurité condamne à son tour et décide que si dans les 3 mois à venir, vous ne restaurez pas l'ordre constitutionnel, on applique les sanctions de Lomé, qui sont des sanctions généralement ciblées. Généralement ciblées. Donc vous voyez que vraiment le seul élément de supranationalité qui existe vraiment et qui est plus que partout ailleurs dans le monde, ce sont les coups d'État. Lorsque nous échangeons avec nos collègues de l'Organisation des États américains, ou avec nos collègues de l'Union européenne, ou avec nos collègues de l'ASEAN, il n'y a aucune organisation qui disposait d'une doctrine comme celle-là en matière de coup d'État. Nous sommes l'organisation la plus avancée dans ce domaine. En matière de droits de l'homme, je viens de vous le dire, il y a les différentes cours. Les juristes qui sont là sont mieux placés que moi pour vous parler de ces différentes cours, qui, à mon avis, n'ont pas beaucoup de pouvoir. Bien sûr, lorsqu'elles sont saisies, elles interviennent, elles font des rapports. Je me souviens une fois, encore au niveau de l'anecdote, que la Cour africaine des droits de l'homme faisait son rapport au Conseil des ministres sur le Zimbabwe. Et la Cour a émis un certain nombre de critiques vis-à-vis de Mugabe. Et le ministre des Affaires étrangères a dit, si le sang doit couler, il coulera maintenant dans la salle. Et il a commencé à attaquer les juges corrompus, payés par Blair. Il est payé par tel gouvernement, il est payé par tel gouvernement. Vous voyez donc la délicatesse de la question. Mais on avance quand même. On avance. Parce que, à part l'Union européenne, nous sommes l'organisation régionale la mieux intégrée. Mais on n'a pas d'argent. Nous sommes allés au Comores, tout seuls. Nous sommes allés au Soudan, d'abord tout seuls, et puis l'ONU s'est joint à nous pour cette fameuse opération hybride, la première au monde, où l'Union africaine et l'ONU travaillaient ensemble. Mais les soldats sont des soldats africains. Voilà la situation sommairement brossée de ce que c'est que l'Union africaine et de ce qu'on peut faire en matière de droits de l'homme. La Cour, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 personnes qui ont accepté, 4 États ou 5 qui ont accepté sa compétence. Et se dire aussi, donc, vous n'acceptez pas la compétence, on ne peut pas intervenir chez vous. La souveraineté.
nationaux. Je simplifie donc, contrairement à tout ce que vous croyez, professeurs y inclus, que nous avons une organisation supranationale. Elle n'est pour le moment que sur le papier. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontaient. L'école des souverainistes, non pas les vôtres. Hein. L'école des souverainistes qui estimait que l'Union africaine ne peut être qu'une organisation d'États indépendants et souverains. Indépendants et souverains. Surtout les anglophones. L'Ouganda, d'autres en tête. Et qui estimait que pour bâtir l'Union africaine, il ne faut pas commencer par le sommet. On ne bâtit pas une maison en commençant par le toit. Il faut commencer par la base. Et la base, ce sont les organisations sous-régionales, SADC, etc. Et l'école de Kadhafi, qui estimait qu'il faut passer très vite aux États-Unis d'Afrique. Très très vite. Que c'est notre seule chance de salut. D'aller aux États-Unis d'Afrique avec une supranationalité. En commençant par un gouvernement de l'Union. Un véritable gouvernement de l'Union. Qui aurait des pouvoirs étendus notamment en matière de défense collective, pour éviter les interventions extérieures, défense collective, en matière intérieure, en matière de mise en force, mise en commun de nos forces. Et donc, Kadhafi voulait pousser ce gouvernement. Autre fait majeur au cours de cette rencontre des membres du mouvement des souverainistes, c'est bien cette sortie officielle de Jean Ping, la première du genre depuis son départ à la tête de la commission de l'Union africaine. Il s'est mis en marche depuis près de 4 ans déjà. Homme politique avéré et éminence grise de notre pays, son mutisme sonnait comme un malaise qui a fini par avoir le dessus puisqu'il s'est mis en réserve de la République, expliquant les raisons qui l'y ont poussé. Il a confessé, en relevant que sa position actuelle ne faisait pas de lui un peureux, encore moins celui qui ne pouvait pas se défaire des jugements noués d'a priori. Au contraire, il a jugé utile de mener sa vie et continuer sa carrière hors du Gabon, se sentant sans doute plus utile hors de sa terre natale. Jean Ping se veut tout de même clair, la tête sur les épaules. Il a dit ceci. Je vais vous dire d'une manière très claire, très simple. C'est clair, c'est très clair, c'est très très clair que je n'ai plus rien à voir, absolument rien à voir avec les autorités en place. Moi, je suis rentré après ma défaite à l'Union africaine en disant, malgré le fait qu'ils aient comploté pour que je parte, je m'en vais tranquillement au village. Je ne fais plus de politique. J'estimais que j'ai donné à mon pays, que j'ai donné à mon continent, que j'ai même donné au monde, que peut-être il était temps d'aller profiter un peu de la vie. Mais vous savez ce qui s'est passé. Au simple plan économique, j'ai créé un bureau de consulting et on m'a dit, on a tout fait pour que je ne travaille pas avec le Gabon. Même mes enfants, on leur a dit, exilez-vous. Même mes enfants, on leur a dit, exilez-vous. Donc, je me suis dit, mais tant mieux. Parce qu'il vaut mieux que je n'ai pas affaire à des gens comme ça. Donc, je travaille partout ailleurs, sauf au Gabon. Où je gagne assez bien ma vie et où je peux estimer que je suis à l'abri du besoin. Et je n'irai gratter la tête chez personne pour lui demander quoi que ce soit. C'est irréversible. Vous ne le savez peut-être pas, c'est pour ça que vous applaudissez, mais eux, ils le savent.
à travers les écoutes téléphoniques, à travers ce que je leur dis au téléphone pour qu'ils comprennent, à travers les espions qu'on m'envoie, les parents et les autres, je leur dis en termes très clairs que puisque vous m'emmerdez, je vais vous emmerder. Bon. Je crois que ceci est très clair. Alors, quelles sont les questions que vous vous posez et que eux, ils se posent? Eux, ils se disent, Ping est un peureux, il n'osera jamais franchir le Rubicon. Vous aussi, vous dites, Ping est un peureux, il n'osera jamais franchir le Rubicon. Pour une fois, vous vous entendez. Mais, mes chers frères, j'aurais peur de quoi et pourquoi? Moi, je pense que j'ai pris des risques dans ma vie pour d'autres pays. Je peux en prendre pour mon pays. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Je cours deux risques. Le premier, c'est d'être éliminé physiquement. Bon. Mais est-ce que vous connaissez ma famille? Vous avez vu un peureux dans ma famille? Je suis le frère de Maître Agonjo et de Renjamé. Même si je suis plus peureux qu'eux, je suis quand même leur frère. Je n'ai donc pas peur, parce que tout le monde doit mourir. Je vais me protéger, je ne vais pas... Mais je n'ai peur de personne. Franchir le Rubicon, quel Rubicon? Depuis que je suis arrivé, je ne sors pas. Je ne parle à personne. Évidemment, il y a des gens qui viennent me voir, des amis, des parents. C'est la première fois que je m'exprime en public. Mais je suis partout dans le monde pour participer à des conférences, à des réunions où je m'exprime. Ce sont des choses que j'aime. Je le fais. Je rentre à peine de Veracruz, du Mexique, avec l'université de Stanford et le président Aznar, l'ancien président, pour parler de la coopération atlantique entre les 4 continents, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Je participe à des réunions périodiques de ce type, mais je ne parle pas du Gabon. Donc c'est la première fois que je m'exprime. J'entends vos critiques, vos craintes, vos doutes des deux côtés de la barrière. Et je crois que je vous ai dit clairement, clairement, aux deux côtés. Je risque aussi de me faire ruiner parce que c'est leurs habitudes. Il faut ruiner les gens. On a dit à mes enfants, exilez-vous. Ils se sont exilés et ça marche mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne suis d'ailleurs pas responsable de mes enfants. J'en ai beaucoup et je ne sais pas ce qu'ils font. Quelqu'un m'a demandé, l'un de mes fils, qu'est-ce qu'il faisait au palais. Il est consul honoraire du Tchad. Donc en tant que consul honoraire du Tchad, il est allé représenter le Tchad. Mais je suis un homme modeste, vraiment. Même à la limite, timide. Alors il ne faut pas confondre la modestie, la timidité avec la peur. Moi, je pense que je suis à l'abri du besoin. Je pense que je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux même vivre bien, sans risquer ma vie, sans me ruiner, bien. Mais, est-ce que trop, ce n'est pas trop? Chez nous, les Nkomé, on a un proverbe qui dit qu'à force d'essayer d'appuyer sur l'abcès,
le sang finit par sortir. En d'autres termes, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Donc, je ne vous ai jamais demandé que je voudrais être avec vous ou sans vous. Je me détermine par rapport à moi-même. Qui suis-je, mon cher? Qui suis-je? Est-ce que vous croyez que je suis un Zorro qui arrive comme ça et qui dit « Vous m'attendiez » ? Non. Non, non, non. Je ne suis pas Zorro. Et je n'attends rien. Je dis simplement, si je peux contribuer à mon niveau, je contribuerai. Mais pour cela, je crois, si vous voulez réussir, ne faites pas de sectarisme. Vous ne réussirez jamais. En face, ils disent qu'il n'y a personne en face. Est-ce que c'est faux? Il n'y a personne en face. Alors, fédérez les efforts, faites ce que vous devez faire, rassemblez, ne stigmatisez pas. Moi, je ne demande rien. Mais absolument rien. Sinon, à essayer d'être utile. Si vous estimez que je peux être utile. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que vous êtes avec l'opposition? Où est cette opposition? Quel est son visage? Quel est son siège? Quel est son programme? Quelle est sa vision? Quelle est sa stratégie? Mais rien. Tant que vous ne cherchez pas ça d'abord, à fédérer les efforts le plus possible, vous resterez dans les belles choses que vous avez dites, qui sont très belles. Hein? Très très belles. Et j'accepte tout ce que vous avez dit contre moi, c'est vrai. Et après, notre pays aujourd'hui, semble-t-il, divisé entre ceux d'en haut et ceux d'en bas. Vous allez me dire, ça a toujours été comme ça. Je ne crois pas. Il y a le peuple gabonais qui est humilié tous les jours. On lui dit que vous êtes incapable, que vous avez cassé un Gabon, que vous êtes incapable. C'est pour ça qu'on va chercher des gens pour vous remplacer. Bon, on vous dit ça tous les jours. On vous insulte tous les jours. Bon, moi, je me sens blessé aussi. Je suis simplement un Gabonais. Je me sens blessé. Bon, c'est tout. Voilà qui a le mérite d'être clair. Dans tous les cas, l'avenir politique du Gabon se dessine bien comme un puzzle qu'il faudra pouvoir reconstituer avec tact et minutie.